Donc, je suis Charles-Martin Crum, je suis professeur de psychologie à l'École de psychologues praticiens de Paris. J'y dirige l'équipe de recherche vulnérabilité, capacité et rétablissement. J'ai l'honneur d'avoir été élu président du réseau européen de psychologie positive, ENPP. Donc, l'ouvrage, hein, c'est Psychologie positive des activités physiques et sportives, corps, santé mentale et bien-être. Alors, d'abord, j'ai co-dirigé cet ouvrage avec Cyril Tarquinio, le professeur Cyril Tarquinio de Metz, qui a vraiment été une personne importante dans mon parcours, hein. Je viens du champ des STAPS, avec un premier ouvrage qui a été publié en 2011. Puis après, il y a eu toute une série avec, en 2021, les fondements de la psychologie positive, et puis aussi, donc, qui est un ouvrage plutôt de vulgarisation que j'ai écrit seul, celui-là. Et puis un second ouvrage aussi qui est sorti en 2021, le Grand Manuel de la psychologie positive, où là 70 auteurs ont accepté de contribuer pour une quarantaine de chapitres. La psychologie positive, elle serait née au début des années 2000, mais en fait, elle n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Elle vient dans la continuité d'un ensemble de travaux antérieurs. Et finalement, c'est une forme de psychologie qui est essentiellement fondée sur les ressources de la personne. Finalement, si je devais la résumer, ce serait ça. Donc, plutôt que de s'intéresser à la maladie et à ce qui ne va pas, c'est un champ de la psychologie qui s'intéresse aux ressources de la personne et des ressources qui vont lui permettre soit d'aller mieux quand la personne se porte mal, physiquement ou mentalement, ou alors d'aller vers l'épanouissement, vers un fonctionnement optimal, ou aller dans le champ de l'entreprise, par exemple, à la fois vers la qualité de vie au travail et la satisfaction, mais aussi vers la performance. Donc, il y a eu toute une série avant, le traité de psychologie positive en entreprise, puis ainsi de suite, puisque là, c'est le 12e ouvrage. Donc, après, une deuxième raison qui est mon origine STAPS. J'étais maître de conférence en STAPS, mais avec une double qualification, STAPS et psycho, et j'ai fait une habilitation à diriger les recherches en psychologie de la santé. Ensuite, parce qu'il y avait qu'un seul ouvrage avant, en anglais, qui traitait des liens entre une psychologie fondée sur les ressources et puis les activités physiques, un ouvrage qui est sorti déjà depuis quelques années, et il n'y en avait pas d'autres. Il n'y en avait pas d'autres en français. Et ce que j'ai voulu après montrer, c'est l'intérêt de la pratique de l'activité physique dans différents champs, que sont les champs de l'éducation scolaire, donc en environnement scolaire, en entreprise, en santé, mais aussi le côté obscur un peu de la force, quoi. Il y a payé quand on s'engage dans le champ, enfin quand on s'engage dans la pratique de l'activité physique qui commence à basculer sur une activité sportive de haut niveau. Les fondements, c'est pure, entre guillemets, vulgarisation, mais étayée. Il y a des références scientifiques. Le grand manuel de la psychologie positive, là, c'est plutôt public estudiantin, professionnel. C'est beaucoup plus scientifique, c'est plus difficile d'accès des fois. Et j'aurais tendance à considérer que celui sur psychologie positive des activités physiques et sportives, c'est plutôt mixte en fait. C'est plutôt mixte. Et puis dans l'introduction, on pose bien les enjeux aussi, que les gens ils se rendent bien compte de là où on en est, quoi. Parce que je l'ai plus, j'ai plus les chiffres complètement en tête, mais ouais, ouais, Lancet, 60 milliards d'euros en 2016. Le coût de l'inactivité physique, c'est 60 milliards d'euros au niveau. Alors, je ne sais plus au niveau mondial ou européen, je me rappelle. De toute façon, le chiffre, il est énorme. Et ce n'était qu'en 2016. J'aurais tendance à dire que les activités physiques, elles peuvent s'appuyer sur des sports, sur des activités sportives.
mais pas dans une logique de compétition, dans une logique plutôt de plaisir. Et l'activité physique, d'une manière générale, c'est tout ce qui engage consommation d'énergie. Le fait d'aller faire ses courses à pied, de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, faire du jardinage. Donc ça peut être extrêmement large, en fait, l'activité physique. Mais pour moi, c'est ce qui est pratiqué finalement en éducation physique et sportive à l'école. On parle d'éducation physique et sportive, mais le côté sportive, c'est parce que les activités qui sont proposées aux élèves s'appuient sur des sports qui sont clairement identifiés en tant que patrimoine culturel, mais non pas à des fins de compétition ou de performance de haut niveau, mais une pratique plutôt de loisir et allant jusqu'à la capacité à exprimer, on va dire, son potentiel, enfin, en restant dans des, je vous dis, dans une logique plutôt d'activité de plaisir. La psychologie positive, c'est pas révolutionnaire, c'est des choses qui existaient avant. La psychologie positive, il y a énormément de personnes qui, sans le savoir, effectivement, s'inscrivent bien dans cette logique de ressources, de recherche de solutions chez les personnes. Pourtant, elles ne vont pas considérer qu'elles s'inscrivent dans ce champ-là. Et puis, comme tous les courants, entre autres scientifiques, mais c'est valable aussi pour d'autres choses, regardez pour les vaccins, regardez ouais, pour d'autres domaines, il y a aussi des critiques, et ces critiques, elles sont importantes. Enfin, je pense que c'est important de connaître les limites des choses, hein. Dans le cadre de la psychologie positive, oui, il y a des choses qui sont très innovantes. On va dire tout ce qui est sur les forces de caractère, par exemple, ça c'est un domaine qui est vraiment intéressant. Après, les choses qu'on retrouve sur la motivation, la théorie de l'autodétermination, ça existait bien avant qu'on parle de la psychologie positive. Donc il y a des champs qui sont revisités. Donc effectivement, il y a des choses innovantes, des choses qui sont revisitées, puis des choses qui marchent très bien, des choses qui marchent moins bien. Le sport, l'activité sportive, comme tout domaine de la vie pratiqué avec excès, ça va conduire à des effets délétères. Mais quand on parle de sport, on parle aussi souvent entraînement, de souffrance, de très haut niveau de performance. On parle d'élitisme aussi. Je vais sûrement pas vous vendre l'idée selon laquelle le sport, c'est bon pour la santé, en fait. Euh, Moi, maintenant, à mon âge, là, le matin, quand je me lève, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules, j'ai de l'arthrose un peu partout. Donc ça, c'est grâce au sport, quoi. Et je pensais pas sur le long terme à mon capital santé, finalement. Qui est-ce qu'on cherche à développer quand les enfants passent par l'école primaire, collège, lycée, à travers le système scolaire en éducation physique et sportive? Donc attention, le sport de haut niveau, ça a un prix aussi, au-delà des aspects en lien avec la santé du squelette. Il y a un tel investissement qui fait que le jour où la carrière s'arrête, c'est un petit peu comme si la lumière s'arrêtait à un moment donné. Et le lien, c'est après avec la vie de tous les jours, puisque tout le monde n'est pas athlète de haut niveau. Quand on est fortement engagé dans son métier, et que notre métier nous définit. C'est-à-dire que moi, si je devais me définir, je me définis en tant que professeur d'université. Le jour où je suis... Et puis j'engage beaucoup d'énergie, c'est un métier qui est important pour moi.